On quitte la porte de Versailles pour aller faire un tour du côté des chiffres à l'ombre d'un grand drapeau arc-en-ciel, celui des LGBTQIA+. Et sous ce drapeau, en 2024, on y trouve encore des réalités qui ne sont pas très réjouissantes, et notamment des chiffres inquiétants, comme celui des atteintes envers les personnes LGBT+, qui ont augmenté de 13% en 2023 en France par rapport à 2022, avec même un bond de 19% pour les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, selon une étude du service statistique du ministère de l'Intérieur, publiée jeudi dernier. Salut Flora Bolter. Bonjour. Flora, tu es chercheuse en sciences politiques, tu es spécialiste des questions LGBT+, tu es par ailleurs et surtout co-directrice de l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès. Absolument. J'ai à peu près tout bon. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et à tes côtés, puis aussi au mien, salut Simon Jutan. Bonjour. Toi, tu es co-directeur de l'association Accept ST qui défend les personnes trans. Tout à fait. Salut à tous les deux. Bon, il se passe quoi au pays des très vilains chiffres ? Oula, il se passe beaucoup de choses. Il se passe effectivement, comme tu l'as signalé, cette hausse qu'on a vue dans les chiffres du SSMSI, donc du service statistique, mais on l'a aussi vu dans les chiffres de SOS Homophobie. Et dans les deux cas, ce qu'on note, c'est qu'on a aussi une augmentation qui est plus rapide encore que l'augmentation générale sur les types de violences qui sont les plus graves. Donc les crimes et délits dans le SSMSI. Et pour ce qui est de SOS Homophobie, il tire vraiment la sonnette d'alarme sur l'intensification des actes, sur un certain durcissement. Et sur en fait un climat généralisé, et ça on le retrouve aussi au niveau européen avec l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a aussi tiré une sonnette d'alarme, c'est qu'on retrouve ça aussi beaucoup en lien avec une parole politique, idéologique qui se libère et qui finalement favorise le passage à l'acte de personnes qui se laissent prendre à ce discours. Simon, tu souscris ? Oui, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on constate aussi sur le terrain. C'est-à-dire que donc, Accept ST, c'est une association qui existe depuis maintenant 13 ans et qui accueille à peu près un peu plus de 3000 personnes par an. On accompagne des personnes qui sont, entre autres activités, qui sont victimes de violences et de discrimination. Et nous, depuis... on voit, depuis plusieurs années, on voit une augmentation continue du nombre de violences, mais aussi de leur gravité. Et nous, ce qu'on constate là, depuis 3 ans manifestement, c'est une augmentation des crimes de haine, des tentatives de meurtre, voire des meurtres. Alors, ce sujet, il y a plein d'entrées possibles, mais allons-y. Il y a Volka dans le chat qui dit qu'il faudrait croiser les courbes avec la montée du Rassemblement national. Est-ce qu'on peut faire des corrélations comme ça ? Alors c'est probablement... Il y a plusieurs corrélations, oui, il y a plusieurs facteurs, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont assez compliquées parce qu'il y a aussi un signalement. On signale davantage les actes peut-être que par le passé. En tout cas, il y a des circulaires qui encouragent les personnels de sécurité intérieure à faire le job aussi, peut-être plus que par le passé. Donc il y a aussi ce phénomène-là, qui est un phénomène d'observation. On a aussi une très grosse accélération, et là ça va vraiment dans ce sens-là, des actes racistes et antisémites en France. Donc toutes les formes de haine, effectivement, sont en hausse. Et c'est effectivement corrélé. Enfin, pour ma part, c'est absolument certain. On voit dans le travail de l'AFRA, donc de l'Agence européenne des droits fondamentaux, cette mise en relation à l'échelle européenne qui est très intéressante, effectivement, sur la montée de ce discours pseudo-politique, donc très politique, mais très idéologique, qui utilise des arguments complètement bidons pour monter les personnes LGBTI, par exemple, comme des boucs émissaires, finalement, de tout ce qui ne leur semble pas aller dans la société. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait vu aussi lors du mariage pour tous et qu'on voit de nouveau cette année. Simon ? Non, j'ai rien de plus à ajouter, c'était très clair. Alors, lundi sur Info, c'était le 20 mai, on a Yoann Lemaire, qui est président de l'association Foot Ensemble, qui disait « c'est scandaleux, Monaco n'aurait pas dû laisser faire ça ». Alors, on parle de quoi ? C'est parce qu'on a le milieu de terrain malien de l'AS Monaco, Mohamed Camara, qui a refusé de s'associer à la journée contre l'homophobie lors de la dernière journée des championnats de football de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc, c'est le joueur qui a recouvert le logo arc-en-ciel qui était sur son maillot par un adhésif, et qui dit il y a de plus en plus de problèmes avec les religions qui condamnent l'homosexualité, c'est de pire en pire. Est-ce que c'est de pire en pire ? Et est-ce que c'est à cause des religions ? C'est des débats un peu foireux. C'est un débat qui est pas tout à fait... En fait, c'est difficile d'isoler ce qui relève de la religion, de l'utilisation politique de la religion, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs politiques qui disent « Ah, mais c'est contre la religion et nous voulons que la religion dicte tout, etc. » Comment on peut et ces gens-là ne sont pas nécessairement très religieux. C'est très compliqué. En fait, c'est vrai que les religions traditionnelles, en tout cas celles qui sont majoritaires en France, les religions monothéistes classiques, ont un discours sur l'homosexualité, pas sur la transidentité, mais
sur la confusion des genres aussi en général. Il y a beaucoup une injonction à un ordre, on va dire, hétéropatriarcal et cisgenre, ce qui est assez fort, et que grosso modo leur attitude par rapport aux personnes LGBTI est de plus en plus, mais pour des raisons politiques, hostile d'une certaine manière. C'est vrai dans à peu près toutes les religions, et après il y a des religions qui font effectivement l'objet d'utilisation politique et de mouvements politiques qui en font un étendard politique. Après, je pense que c'est plus compliqué que ça dans le foot. Je pense qu'il y a aussi tout un enjeu de culture, de masculinité toxique, de représentation sur l'homosexualité, de qu'est-ce que c'est que lutter contre les LGBTI-phobies par opposition à soutenir la vie des uns et des autres, etc. Je pense que là, il y a un taf qui n'est pas fait en fait par les instances du foot, qui veulent lancer des campagnes, ce qui est très bien, contre les LGBTI-phobies, mais qui font pas le job pour essayer de sensibiliser les gens, de travailler avec et de les accompagner vers une position un peu moins brutale sur ces questions-là. Après, la question, c'est celle aussi des sanctions, et ça, celle des sanctions, je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais clairement, il y a besoin d'avancer, et c'est pas juste, enfin voilà. Et pour le coup, ces avancées-là, elles vont pas se faire par un coup de baguette magique, c'est clair. Il y a la ministre des Sports qui disait c'est le club qu'il fallait sanctionner, par exemple. Oui, ça peut être une solution. C'est toujours compliqué parce que c'est aussi toute une approche sur le rôle de la sanction. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace, quand est-ce qu'on sanctionne, quand est-ce que les fans suivent aussi ou pas. Il y a un travail qui est fait. Alors, il y a plusieurs associations qui travaillent sur ces sujets. Je crois que vous avez cité Rouge Direct, mais il y a aussi d'autres associations qui travaillent plus dans le côté accompagnement des clubs et accompagnement des fans. Je pense que toutes les approches sont nécessaires. En tout cas, la question doit être posée, et ce débat doit avoir lieu dans les instances elles-mêmes autour des sanctions qu'elles peuvent donner en interne. Est-ce qu'il y a un mouvement global contre les valeurs de tolérance, de liberté de l'Europe, pour évacuer toutes ces questions gênantes? Alors moi, je suis tout à fait d'accord. C'est des questions qu'on va poser dans le chat. On a 1 heure pour en parler, donc je les pose tout de suite. Alors moi, attention, parce que je peux tenir 2 heures là-dessus. Donc attention, c'est le danger. Sinon, tu m'interromps si jamais je parle trop. Mais oui, c'est l'occasion d'en parler. Les chiffres sont un prétexte. C'est pour clarifier ce débat qui mélange un peu tout. En fait, c'est un mélange un peu tout, mais il y a des gens qui mélangent eux-mêmes complètement tout, et qui, du coup, se positionnent politiquement, et donc, du coup, on est obligé de se positionner en face. Donc, oui, il y a des mouvements aujourd'hui, en France, ailleurs aussi, qui associent les luttes LGBTI+, à une forme de décadence de l'Occident ou de l'Europe ou de valeurs du libéralisme ou de valeurs du socialisme. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, en fait. L'essentiel, c'est pas les valeurs qu'on met derrière, mais c'est vraiment perçu comme le repoussoir absolu, genre qu'est-ce que c'est que ces sociétés où les gens sont libres. Et en face de ça, vous avez des acteurs. Alors vous avez des acteurs, par exemple des acteurs politiques dans certains pays en Afrique qui essayent de mettre en avant l'idée que il faut rejeter les valeurs occidentales. Ça s'était fait beaucoup par rapport aux États-Unis autour de tout ce qui était accompagnement des mouvements LGBTI dans ces pays, ce qui est paradoxal parce que c'est en général le colonialisme qui a apporté les lois anti-LGBTI+. Et donc vous avez ces mouvements-là qui existent et qui sont sur un discours identitariste contre les LGBTI+, et qui font finalement de nous tous et toutes des boucs émissaires. Vous avez aussi des gens un peu similaires à l'est de l'Europe, et notamment Poutine, forcément, qui a sanctifié le drapeau de la Manif pour tous en faisant le drapeau de la famille réelle, Nastaya Sheassimia, et qui en a fait vraiment un combat contre une vision de l'Europe et contre une vision de la décadence, etc. Et dans lequel ça a traîné aussi beaucoup de gens en Hongrie, en Pologne, et ça a été vraiment très négatif sur nos droits. Et pour le coup, il y a vraiment, effectivement, il y a un assaut sur ces valeurs-là, et effectivement, ça fait aussi partie des valeurs de l'Europe, parce que ces enjeux de droits et de droits humains, notamment par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité, ça avait fait partie de l'acquis communautaire pour les pays d'Europe de l'Est. Et ces questions-là, effectivement, elles sont très mises en avant par la Cour européenne des droits de l'homme, heureusement, parce que ce sont des vrais enjeux de droits humains. Et il y a effectivement tout un travail qui se fait pas, une pédagogie qui se fait pas, et en fait, c'est un discours politique. Nous, ce qu'on constate à l'Observatoire LGBTI+,
LGBTI+, c'est que les associations font beaucoup de boulot, mais ce qui manque, c'est une reprise politique de vraiment qu'est-ce que ça veut dire l'égalité et vraiment qu'est-ce que ça veut dire les droits humains. Et je pense qu'il faut qu'on soit en positif là-dessus, parce que oui, on a un super bilan aussi à défendre. Alors, c'est pas génial, et au niveau des droits humains, on n'y est pas du tout à fait, mais on a aussi des valeurs sur les libertés individuelles et des valeurs sur la manière dont les personnes peuvent vivre, qu'il faut défendre, parce qu'aujourd'hui, elles font l'objet d'attaques, et ces attaques, elles peuvent être très fortes, et malheureusement, si on n'y répond pas, ce sera seul le message de haine sera entendu. Alors, Anaïs, je lis ton message, je passe ta question après. Il y a Zazou qui nous a rejoint. Salut Zazou. Je lis toutes vos questions et je les passe immédiatement après. Pardon, Simon. Je pense que ce que disait Flora, c'est vraiment tout un pan de l'extrême droite, mais pas que, qui fait de la lutte contre les discriminations un outil de communication et qui passe cette communication sur le plan de valeurs morales totalement imaginées, imaginaires et fabriquées artificiellement pour ne pas avoir de débat sur l'action politique, puisqu'on sait que c'est aussi des mouvements qui n'ont aucun programme politique. Mais c'est aussi le pendant, à mon avis, de tout un programme de lutte contre les discriminations qui a été mis en place depuis 10-15 ans en France, puisque c'est de ça dont on parle, et qui se base sur des actions de communication qui sont totalement inefficaces, qui ne sont pas sur de l'action politique. On parlait juste avant par exemple, de cette photo de la fédération et de forcer, ou en tout cas demander à des joueurs de poser devant... En fait, la lutte contre les discriminations, c'est pas une photo à diffuser sur Twitter, et on ne peut pas remplacer ça par... ça ne peut pas venir remplacer l'absence totale de plans concrets dans les clubs amateurs, dans les clubs professionnels, mais dans les écoles. Et c'est aussi un aveu d'échec. En tout cas, ça passe par des valeurs morales, ça passe par de la com très bête, parce que nos plans je dis nos au sens très global, de lutte contre les discriminations, se sont placés sur ce plan-là, et c'est totalement inefficace. Oui, je pense qu'on on aime beaucoup le déclaratif, en fait, je pense, dans ce que tu dis. Je pense qu'il y a aussi cette notion-là. C'est vrai qu'on déclare qu'on va faire ci, que ça, ce sont nos valeurs, et puis derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas on va former tous les personnels vraiment pour de vrai, sans que ce soit juste les 3 mêmes volontaires qui sont toujours repris. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là. Et puis, on n'en parle pas parce que finalement, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est dépolitisé au niveau de l'annonce. Et après, c'est surpolitisé au sens de désigner qui est responsable des LGBTI-phobies en France, etc. Alors qu'en fait, c'est pas une sous-population ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça qu'on réfléchit aux discriminations. C'est quelque chose qui est dans toute notre société. Et il faut pouvoir lutter sur un peu tout en même temps. Et il faut pouvoir être exemplaire pour pouvoir réellement faire des choses. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a du retard à l'allumage parce qu'on ne veut pas assumer les difficultés à convaincre les différents services, à convaincre les gens sur le terrain, à convaincre toutes les différentes parties prenantes. Et ça, c'est quand même très dommage pour la lutte. Enfin, c'est très dommage. Ça peut être catastrophique pour la lutte réelle, pour que tous et toutes soient égaux et égales. Et je pense que ça s'illustre dans des orientations politiques qui sont actuellement très claires au gouvernement, à savoir la ministre de lutte contre les discriminations est issue de la Manif pour tous, il faut le dire clairement. Donc c'est quand même assez inédit en France. Le dernier plan de lutte contre les discriminations qui est sorti, il me semble, l'année dernière, est seulement un enchaînement de plans de com sur plein de sujets, mais avec aucune orientation, aucune mesure concrète et aucun lien avec des politiques d'action publique qui pourraient avoir un effet concret sur les conditions de vie des personnes LGBTI et sur en tout cas les mécanismes réels discriminatoires qui ont lieu en France et qui, on le rappelle, on parle d'agression, on parle de violences que vivent les personnes, mais qui recouvrent aussi les violences institutionnelles que vivent les personnes aussi au quotidien. À savoir, qu'est-ce qui se passe dans le parcours quand on se fait agresser pour une personne trans. Et là, je prends un exemple très récent. Je me fais casser la gueule, imaginons, dans le Marais. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais porter plainte. Est-ce que les policiers vont prendre ma plainte ou est-ce qu'ils considèrent que ça va? Faut arrêter de se plaindre. Est-ce que quand je vais à l'hôpital faire contester... Anne Hidalgo, elle a dit que les policiers municipaux, ils étaient formés.
Ah ben, c'est pas eux qui prennent les plaintes. J'ai vu ça sur Twitter. Voilà, mais c'est pas eux qui prennent les plaintes. Ça m'a fait Est-ce que les policiers municipaux étaient formés contre les LGBT. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, c'était rigolo. C'est un lapsus de la maire de Paris. C'est un lapsus que beaucoup de personnes font. C'est assez inquiétant d'ailleurs. Mais par ailleurs, est-ce que quand je vais à l'hôpital pour faire constater mes blessures, alors d'abord aux unités médico-judiciaires, mais par ailleurs, si j'ai besoin d'aller à l'hôpital après, comment est-ce que je vais être traité? Comment est-ce qu'on va me respecter? Est-ce qu'on va m'appeler monsieur ou madame? Est-ce que on va considérer que je suis un ou une patiente qu'on verra à la fin parce que c'est pas si important? Parce qu'en fait, c'est ça la réalité aussi du parcours des personnes et du parcours des personnes qui se font agresser actuellement. Et ça, c'est des exemples parisiens très récents que nous, on voit chaque semaine. Alors, parmi les entrées, pour rentrer dans le sujet, les questions du chat vont nous servir de squelette. Mais alors, un squelette qui va partir un peu dans tous les sens, j'en suis navré. On va ouvrir Ce sera un animal intéressant. Voilà. on va prendre les tiroirs un par un. Donc, il y a Volca qui nous disait qu'il faudrait croiser les courbes avec la montée du RN. On a en partie répondu. Zark qui nous dit oui, ou le nombre de téléchargements des applis, j'imagine à Grindr, à Scruff, à toutes ces applis de Tinder, peut-être de rencontres. Cristalgre, c'est imprononçable ton pseudo, Cristalgre, qui nous dit quand la haine et la violence montent, ce sont toujours les minorités qui sont les premières victimes. Zar qui nous dit plus sérieusement, je crois que c'est directement corrélé à la montée de la misogynie en ligne, les mêmes peurs absurdes et les arguments foireux. Il y avait une question de Ayam Corpi, je pense qu'on prononce ton pseudo comme ça, qui nous dit est-ce que la montée de la violence en France n'est pas liée à une justice trop molle avec des condamnations trop rares et trop faibles? On a répondu en partie sur la sanction. Sur le trop rare, on n'y a pas vraiment répondu. Alors, et on revient peut-être à la réception de la plainte. Voilà. Alors moi, j'ai un avis là-dessus qui est un avis. Alors c'est pas tout à fait cet avis-là. Je pense que la pas sanction qu'on a ait plusieurs rôles. Une Elle doit être justice trop dissuasive, laxiste, etc. On met toujours des solutions où on va aller vers plus d'automaticité, etc. Ça, c'est du point de vue de la justice, c'est pas top. Et c'est d'autant plus pas top qu'en fait, on a une justice qui est clochardisée, comme disait l'autre, en France aujourd'hui. On a des délais de traitement des plaintes qui sont complètement délirants. On a très peu, je crois qu'il y a une évaluation des systèmes de justice partout en Europe qui est faite par le Conseil de l'Europe. La France est, je crois, dernière là-dessus, c'est-à-dire on a le moins de procureurs par 100 000 habitants et ce genre de choses. Donc forcément, ça se traîne quand il faut faire des poursuites, ça se traîne quand il faut former des gens. Tout ce qui n'est pas de l'urgence, ils sont complètement débordés, ils ne peuvent pas gérer. Et ça, c'est surtout les moyens de la justice qui sont catastrophiques et qui font qu'effectivement, la sanction, elle va venir très longtemps après. Et ça, par exemple, pour une personne qui est jeune ou qui est mineure, le fait que ça vienne très longtemps après, ça déconnecte complètement de l'acte et du coup, ça n'a plus de sens. Donc, qu'elle soit lourde ou qu'elle soit pas lourde, c'est pas tellement que la sanction soit lourde ou pas lourde. À mon avis, c'est surtout le délai, le fait qu'il y ait quelque chose soit dit, qu'il y ait quelque chose qui soit posé. Mais comme la plupart des situations, à ma connaissance, dans les situations que je connais, fondamentalement sont très difficiles à poursuivre, qu'on ne retrouve pas nécessairement les auteurs. Un d'administration de la preuve. Oui, qu'on ne prend pas toujours en compte le mobile discriminatoire aussi, parce que ça aussi, c'est plus difficile à prouver et qu'ils ne veulent pas trop s'engager là-dessus parce que ça risquerait de faire capoter la plainte dans son intégralité. Donc ça fait que concrètement, il y a une forme d'impunité. Et je ne sais pas s'il faut une plainte très lourde, je ne crois pas à la peine pour la peine. Ça tient à la croyance selon laquelle ça serait dissuasif. Et on sait que ça ne l'est pas tant que ça. Il y a beaucoup d'études qui sont faites. En fait, les pays où les peines ne sont pas très lourdes ne sont pas des pays plus violents que ceux où on a des peines très lourdes. Les États-Unis sont un pays où on a des peines complètement délirantes de lourdeur et c'est aussi un pays délirant de violence dans tous les sens. Donc c'est pas vraiment, pour moi, c'est un faux procès quand on dit c'est la peine. Mais par contre, il faut qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait une sanction, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit dit, que le droit soit dit et que la victime soit rétablie dans son statut de victime, accompagnée si possible, parce que aussi l'accompagnement des victimes c'est un domaine où on n'a pas grand-chose. Et pour le coup, il y a besoin de tout ça, beaucoup plus que d'une répression sauvage ou de trucs automatiques pour envoyer les gens directement en tôle pendant 300 ans. Ça change pas grand-chose. Puis je pense que quand on parle de violence, il y a un écueil qui est très régulier, qui est une tentation d'aller vers le sécuritaire et le tout sécuritaire. Cette réponse-là, elle met en difficulté et elle a un impact sur les personnes LGBTI de fait qui sont aussi très souvent victimes de violences policières, victimes de violences institutionnelles. Et puis, en fait, quand on parle de violence, pour nous, l'important, c'est alors
qui est une réponse du droit. Mais cette réponse sécuritaire, elle n'a pas à être au centre du débat et elle n'a pas à occuper tout l'espace. Pour nous, ce qui est important, c'est, comme tu le disais, qu'est-ce qui se passe pour les victimes ? Quelle réponse va être apportée ? Je me fais agresser sur mon lieu de travail. Est-ce que mon employeur prend en compte les circonstances ? Est-ce que je perds mon emploi ? Si je perds mon emploi, est-ce que je perds mon logement ? Qu'est-ce qui se passe de mon parcours de soins ? Tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte et qui sont en réalité, pour nous, le cœur de la lutte contre les discriminations, justement, et de là où devrait se placer l'action. Une réponse sécuritaire à l'infini et en fait un bâton qui va aller taper au hasard, c'est ridicule, c'est inefficace, tu l'as dit, mais c'est aussi contre-productif. Je pense que tout le monde est d'accord dans le chat, sauf que je n'arrive plus à lire vos commentaires qui ont défilé trop vite. Mais c'est pas grave. Zut, ça m'embête parce que c'était sympa. Oui, non, on avait Volca qui disait la justice est surtout trop lente, les condamnations sont bien plus sévères qu'avant. Oui. Bon, la sanction c'est mal et il vaut mieux faire autre chose que de la répression. On a Anaïs Thies, qui nous dit « Allez-vous évoquer les discriminations à l'embauche des personnes trans au poste de cadre ?» C'est l'endroit pour le faire. Je ne suis jamais resté plus de 2 semaines au chômage et depuis le début de ma transition, il y a 18 mois, j'ai reçu des centaines de refus, j'ai plus d'argent et j'envisage la prostitution. Alors, je trouve que c'est quelque chose qui est Salut crucial. Anaïs. Nous, c'est des choses qu'on demande depuis des années, à savoir une mobilisation des pouvoirs publics sur le sujet. On est à l'amorce de ça, à savoir on commence à pouvoir faire de petits projets pour l'accès à l'emploi des personnes, avec notamment le soutien de la ville de Paris. Mais ça reste balbutiant. C'est une réalité et c'est quelque chose qui touche le parcours de vie des personnes dans l'ensemble, à savoir les discriminations au cours des formations qui empêchent de mener à bien les formations et qui ont un impact sur l'accès à l'emploi. Et puis, à l'emploi, alors où on a déjà entamé une transition et en fait la question de l'outing sur le lieu de travail se pose et devient un moment très dangereux. Les employeurs ne sont pas informés et très clairement protègent très très peu les personnes, que ce soit les employeurs publics ou privés, ça il faut le préciser. Et puis lorsque les personnes commencent leur transition sur leur lieu de travail, on est aussi sur des cadres qui sont très flous. Enfin non, pardon. Il y a un cadre qui existe. Il y a un cadre qui existe en France qui est de 1, le respect de la vie privée, 2, la protection des salariés, notamment contre les discriminations. Ce cadre n'est pas appliqué et laisse les personnes totalement à la merci de leur lieu de travail et de qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. On sait qu'en France, par ailleurs, le cadre de lutte contre les discriminations à l'embauche est totalement défaillant, que c'est impossible de faire valoir ses droits quand on est demandeur d'emploi ou demandeuse d'emploi. Et là, qu'il s'agisse de discrimination transphobe, de discrimination raciste ou autre. L'ensemble des discriminations. Et le travail, c'est vraiment, je suis tout à fait, enfin, pour le coup, ce que tu as dit, vraiment ce qu'il fallait dire. La CNCDH a aussi beaucoup souligné que cette question sur le travail et la discrimination à l'emploi et dans le travail, c'est vraiment un enjeu du droit de la discrimination où on a vraiment investi très peu de choses pour l'instant et on n'a pas encore vraiment d'outils vraiment efficaces. Et c'est vraiment, c'est excessivement violent. Et l'exemple que vous avez donné, le témoignage d'Anaïs, c'est quelque chose qui est grave parce qu'on voit que tout de suite les options sont quand même des options qui changent radicalement la vie, qui sont pas nécessairement faciles à gérer, etc. Et que ça pourrit vraiment la vie, ce genre de choses. Et donc ça a vraiment un impact très négatif et très durable sur la vie des personnes. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faudrait que le législateur, dans son infinie sagesse, se saisisse. Non, j'allais enchaîner sur la question de... Alors, dans les mots de la personne qui commande, disait « j'envisage la prostitution ». Quand il est question de justement... alors, que ce soit... Peu importe les raisons qui nous mènent, en fait, à exercer le travail du sexe, ce qu'on voit, c'est que l'exclusion... C'était pas son choix, visiblement. Voilà. C'est ce qu'elle voulait exprimer, je crois. Exactement. Et les conditions d'exercice du travail du sexe sont aussi en France, malgré un cadre législatif qui s'en défend, criminalisés. Et donc on est dans un contexte où on est exclu du marché de l'emploi. Il n'y a rien qui est prévu là-dessus pour faire valoir nos droits. Mais par ailleurs, les autres options
pour garder ne serait-ce qu'un minimum d'autonomie financière, sont criminalisées et sont faites pour être dangereuses dans leur exercice et extrêmement difficiles à exercer. Est-ce que je fais un rappel peut-être sur l'application de la loi de 2016 ? Je pense que tu peux expliquer. Oui, parce que je pense que les gens n'ont pas suivi les effets de cette loi. Alors, avant 2016... c'était le Sarko, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y a eu... Alors, c'est le contraire. Voilà. Oui. Alors, le début, c'était Nicolas Sarkozy. C'est la règle des choses. C'est la prostitution en général. Il y a eu un basculement, disons, de la charge de la culpabilité quand on parle du travail du sexe, c'est-à-dire qu'avant 2016, c'était les personnes exerçant la prostitution qui étaient mises en cause par la justice. En 2016, la loi renverse et c'est une loi qui est dite de pénalisation des clients et donc dans un système qui considère je vais expliquer juste après, les personnes prostituées en tant que victimes à protéger et les clients comme objet de la condamnation judiciaire. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que les personnes, puisqu'elles n'ont pas de façon d'exercer qui sont satisfaisantes, exercent dans des lieux toujours plus isolés, de façon toujours plus seule, puisque... Alors, dans le texte de la loi, tout acte de solidarité peut être envisagé comme du proxénétisme. Loger une personne qui exerce le travail du sexe, c'est être considéré comme proxénète actuellement en France. Ça, il faut le rappeler. Alors que tu aurais pu héberger une copine, un copain, pour la protéger de la proie, de la violence. Donc c'est aussi tous ces éléments-là qui vont totalement à l'encontre en fait pardon, je me suis perdu dans mon explication. Je reviens sur qui est mis en danger et qui est mis en cause par la justice. On a voulu protéger les uns et en réalité on les précarise en sûreté encore plus. S'ajoute à ça toute une couche réglementaire supplémentaire, à savoir qu'est-ce qui se passe dans les villes. Les maires établissent des arrêtés municipaux, les polices municipales, et pas que, font en fait des rondes sur les lieux de travail du sexe et font des contrôles d'identité à la chaîne qui donnent lieu à des OQTF, qui donnent lieu à des mises en cause auprès de la justice pour des délits qui sont une criminalisation déguisée, à savoir être mis en cause par exemple pour exhibitionnisme sur un lieu de travail du sexe, c'est de la criminalisation déguisée du travail du sexe. Donc en fait on est sur un cadre réglementaire et législatif qui est totalement hypocrite et qui met les personnes dans un cul-de-sac sans aucune voie pour aller vers une autonomisation financière et par ailleurs une autonomisation administrative. Il y en a ici qui ajoutait quelque chose, qui disait la raison principale, selon lui, c'est que les employeurs ne veulent pas déranger les autres salariés et ES, qui sont 21%, dit-il, à être mal à l'aise à côtoyer une personne trans. Oui, ça c'est vrai. Quand je parlais de défaut de pédagogie, c'est aussi à ça que je pensais, parce que pour le coup, on fait comme si c'était simple de dire tout le monde est égal, vous arrêtez les discriminations, maintenant c'est fini. Et c'est un peu comme ça qu'on a un peu procédé au niveau du droit. Et concrètement, dans l'accompagnement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et notamment quand vous avez des discriminations qui peuvent s'exprimer de manière très différente, où la famille, par exemple, ne va pas jouer le même rôle, ne va pas protéger dans le cas des LGBTI+, alors que ça pourrait être le cas dans d'autres formes de violence, et où vous avez des stigmates, ce qu'on appelle des stigmates dans la sociologie du stigmate, mais enfin en fait des caractéristiques qui sont jugées défavorablement sur un jugement qui se présente comme moral, où vous allez avoir des gens qui vont faire des gros raccourcis, qui vont se sentir mal à l'aise, qui vont aussi se laisser prendre par une forme de propagande, parce qu'il y a aussi une propagande anti-LGBTI+, depuis fort longtemps, mais depuis un siècle en particulier, autour de la protection des enfants, etc., qui est franchement inquiétante. Et comme personne ne veut déranger les gens, que personne ne veut vraiment dire « Ah, mais vous savez, de fonctionner professionnellement en partant sur des raccourcis qui sont issus de stéréotypes absolument immondes, c'est à la hauteur de personne, et vous ne défendez personne, et vous ne protégez personne, et c'est juste de la discrimination, c'est juste de la violence, et c'est pas possible. » Mais ça, c'est un travail qui est difficile à faire, où il faut accepter
d'accepter d'avoir le mauvais rôle de la personne qui va râler, de dire bah oui finalement c'était pas drôle, ou non je comprends pas ce truc là, ou ça peut être compliqué aussi avec des usagers quand on est un service, etc. Et donc il y a beaucoup de questions qui se posent quand on est notamment dans le cadre du travail et dans le cadre de l'accueil et de la gestion du public et de beaucoup de services différents. Et pour le coup il y a tout un travail qui commence à être fait, qui devrait être fait, qui en principe est fait. En principe, et par exemple à l'école, il est censé y avoir un peu de sensibilisation à ces questions-là. Réduire sa portion congrue, dans quand même. Le cadre d'un programme qui n'est pas appliqué, enfin qui est très largement n'est pas appliqué parce que les profs sont en difficulté pour le faire et parce qu'il y a des parents qui hurlent énormément et des associations politisées de parents qui vont empêcher ces événements-là, vont empêcher aussi des tiers de le faire. Par exemple, quand le planning familial ou SOS ou d'autres associations vont intervenir dans les écoles. Aujourd'hui, et ça on revient à cette question de l'augmentation de la violence politique, aujourd'hui, il y a des associations de parents qui sont très mobilisées, qui vont hurler sur le principal, qui vont faire des courriers, qui vont faire des pétitions, etc., voire qui vont physiquement être là. Donc c'est très gênant et en fait personne ne gère cette gênance. Les écoles sont laissées seules, les enseignants sont laissés seuls par rapport à ça. Et pour le coup, il y a, c'est toujours cette question de ne pas faire de vagues. C'est plus facile de ne pas gérer. Et du coup, ça s'éparpille. Et c'est aussi en ça qu'il y a une dépolitisation des questions de discrimination. C'est-à-dire on a une polarisation extrême des enjeux, comme on a beaucoup en France à l'heure actuelle. Et vous avez des gens qui surpolitisent tout et n'importe quoi à base de l'existence des personnes LGBTI+, devrait être caché à tout le monde, ne devrait pas exister, on ne devrait pas exister, on devrait, je ne sais pas ce qu'on devrait faire. Et donc s'excuser un peu, enfin. Ouais, voilà, avoir honte. Je pense qu'il faut avoir honte et rester de quelque part dans les égouts. Donc pour le coup, ils sont vraiment très 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 actifs et ils vont expliquer que c'est scandaleux d'accepter une quelconque visibilité. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on commence à voir en Grande-Bretagne, ce qu'on commence à voir avec l'importation de ce discours-là. En face, le discours est très faible en fait. C'est genre une circulaire, enfin une demi-circulaire qui est mollement défendue. Pour le coup, il y aurait vraiment besoin d'un vrai effort, notamment de portage politique sur ces questions-là, qui n'est pas fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et pour le coup, ceux qui veulent bien faire en appliquant les principes de droit qu'on a sont coincés par le fait qu'ils sont seuls. Et que c'est très gênant. Et encore une fois, on traite toujours ça à base de oui, mais c'est la faute aux religions ou aux gens, etc. Il y a tout un contexte politique et culturel, mais les premiers qui devraient prendre leur rôle et qui devraient prendre vraiment leur mission, leur rôle politique en main autour de ça, c'est ceux qui décident de l'orientation des politiques publiques, ceux qui ont créé les lois qui ne sont pas appliquées aujourd'hui pour demander leur application, pour demander l'évaluation des lois aussi quand cette évaluation est problématique, quand on sait que l'application a des effets pervers, et pour le coup d'essayer de faire avancer les choses. Mais ça, aujourd'hui, en face des mouvements qui nous transforment en bouc émissaire, c'est encore très difficile. Il y a quelques usual suspects dans tous les partis de gauche et du centre qui vont avoir le discours qui va bien, mais ils vont être eux-mêmes très isolés. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi il s'agit d'une politique d'égalité, pourquoi il s'agit d'une politique qui touche tout le monde. C'est pas une politique sectorielle de micro-niche, c'est vraiment transversal dans toutes les politiques publiques. C'est bon. Je pense que c'est... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Vas-y, je te laisse y aller. Je vais te sauver. Choufox, salut, qui nous dit bonjour, j'entends un ultrason sur l'image. Ça n'est pas possible d'entendre un ultrason sur une image, Choufox. Mais bon, j'espère que ton souci est réglé. Visiblement, tu es le seul à l'avoir, mais n'hésite pas à nous ressonner si ça continue à ultrasonner dans tes oreilles. Tu parlais de l'assaut des nouvelles valeurs. Toi, tu l'entends ? Non, mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah, tiens, vas-y, on parlera de l'assaut des nouvelles valeurs immédiatement après. Non, Choufox ne change pas de stream, reste avec nous. Vas-y, Simon. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ce dont on parle sur ces minorités extrêmement visibles et bruyantes sur la création d'un imaginaire de les mouvements LGBT qui seraient l'avant-garde d'un mouvement woke extrêmement dangereux. Voilà. Pour nous, il y a une déconnexion totale avec ce qu'on constate sur le terrain, à savoir nous en tant qu'association de terrain, en tant qu'association qui propose des formations alors
pas nous, au milieu scolaire, mais d'autres associations le font, mais aux travailleurs sociaux, à la protection de l'enfance, au médico-social, on a une réelle demande et un réel intérêt du terrain. Et une bienveillance, moi j'ai cru lire et comprendre et entendre autour de moi. Et on bien voit plus que ce que nous donnons à voir peut-être, nous autres médias, c'est peut-être un peu notre faute aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose de... c'est un sujet très porteur médiatiquement, c'est un sujet qui agite une espèce de panique morale, mais sur le terrain, je pense que il faut revenir, on parlait de qui est-ce que ça dérange et comment sont dérangées les personnes. Les ados, les enfants nés entre 2005, après 2005, sont quand même à un niveau d'acceptation et d'information sur le sujet qui est inédit. Je pense que si vous avez parlé à des enfants et des ados de ça, récemment, c'est hallucinant et au-delà de tout ce à quoi on pouvait s'attendre ces dernières années. Donc je pense que... Et ça n'est pas que dans les capitales et dans les grandes villes, il faut le rappeler, parce que c'est souvent l'argument qu'on entend. Donc il y a aussi vraiment une dichotomie, et bon, peut-être que parfois, alors peut-être pas un discours alarmiste, parce que c'est bien sûr très important de s'opposer à cette vague médiatique de haine et à cette vague physique et réelle de haine. Par contre, il y a des associations de parents conservateurs, il y a des associations issues de l'extrême droite qui sont extrêmement visibles et très fortes pour porter ces sujets, mais clairement elles sont minoritaires. Et nous, quand on va parler avec des parents, quand on va parler avec des profs, avec toutes les personnes qui sont sur le terrain, ils nous disent... tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde nous dit, nous, ce qui est important, c'est que les enfants concernés puissent rester à l'école. Et puis, je pense qu'il faut aussi replacer justement ces éléments au cœur du débat, à savoir que les personnes concernées qui vivent des discriminations puissent garder leur emploi. Oui. Que les enfants LGBTI, mais notamment les enfants trans, puissent rester à l'école grâce à un accompagnement qui est adapté et qui est affirmatif. Et puis qu'il y a un environnement qui reste totalement soutenant. Mais là-dessus, il n'y a pas besoin de faire des pieds et des mains pour que ça le soit. Hein. Pour avoir le droit de continuer à jouer au foot tous les dimanches, en fait, dans notre club, il n'y a pas besoin de révolutionner et de changer totalement l'organisation d'un gymnase qui est probablement un peu pourri. Voilà, c'est juste, il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde ait envie de jouer. C'est tout à fait vrai, et c'est aussi quelque chose qu'on voit au niveau de l'opinion. C'est-à-dire que effectivement, ces gens-là, pour moi, ils sont d'autant plus remontés et actifs et ils verbalisent d'autant plus leur haine, ou ils passent à l'acte d'autant plus facilement, qu'ils sont minoritaires et ils le savent. J'utilise souvent, et d'ailleurs ça saoule tout le monde, mais je vais vous saouler aussi, comme ça ce sera fait, l'image du déni et du rejet, en fait. On est passé d'une période où on n'avait pas de droit, on n'était pas sujet de droit, mais on parlait pas de nous, on n'existait pas, etc. On a des droits, on a réussi à en obtenir, on n'a pas encore tout ce qu'il faut, mais on commence à avancer pour aller vers ça. Et du coup, il y a des gens qui se sentent mis en danger parce qu'ils sont mal à l'aise et ils ont l'impression que c'est la fin du monde. Pour eux, c'est sans doute la catastrophe, c'est la fin du monde, etc. Et du coup, ils sont d'autant plus violents et d'autant plus déstructurants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très nombreux, c'est moins déstructurant pour les personnes qui sont concernées parce que le rejet, c'est beaucoup plus dangereux sur le long terme pour les personnes par rapport à la construction de soi, par rapport au fait d'exister, par rapport au risque suicidaire, etc. Le déni est beaucoup plus dangereux que le rejet par certains aspects, mais le rejet, c'est aussi des accès de violence, c'est aussi des prurites, en fait. Et effectivement, ça se durcit sur une toute petite partie de la population qui est très hostile à l'avancée des droits et l'avancée du monde. Et effectivement, il faut le dire, et tu le dis tout à fait justement, les enfants vont bien, les jeunes vont bien, et ils vont beaucoup mieux sur les questions LGBTI+, que les générations précédentes, que ma génération de vieux. Et pour le coup, je pense que ça, c'est quelque chose qui est déjà qui est énorme, et la plupart, franchement, la plupart des professionnels veulent les aider, etc., même s'ils sont mis en difficulté parfois, et il faut qu'ils soient soutenus. Et c'est pour ça aussi que je trouve, et c'est aussi notre objet à l'Observatoire LGBTI+, qu'on a besoin de mobiliser les politiques, parce que c'est le dernier cran où ça ne se passe, où ce déclic n'est peut-être pas encore fait, et où on a vraiment besoin de prendre ça en compte avant de se faire avoir complètement. Voilà. Je pense que c'est important aussi de peut-être se rappeler ce qu'ont été, par exemple, les débats sur le mariage pour tous et sur l'adoption par les couples de même sexe, où en fait il y avait une mobilisation de la droite réactionnaire, certes, mais pas que. Beaucoup de personnes de gauche qui disaient « Ah, quand même, les enfants, l'adoption, tout un volet de la psychanalyse qui se mobilisait aussi et qui se mobilise de nouveau sur les questions de la transition des mineurs et des jeunes.
en annonçant une espèce de renversement des valeurs de la société, de renversement du modèle de la famille. Bon, 10 ans après, c'est 10 ans après, qu'est-ce qui se passe? Et bon, probablement, donc on est clair, une avancée sociale, mais je pense que c'est aussi intéressant de réécouter ces discours et de voir avec quelle oreille on écoute ces discours, où pas si longtemps après, on se retrouve à se dire mais qu'est-ce que c'était que ça? Et on a oublié aussi la diffusion de ces discours et à quel point c'était tous les jours sur les médias nationaux et partout. Dans un contexte où les réseaux sociaux et le cadre médiatique se faisaient encore assez différemment et où en fait il y avait quand même une portée qui était un petit peu moindre des discours de haine parce que Twitter c'était pas la même portée, tous ces éléments-là étaient quand même assez différents. Donc je pense qu'il faut aussi, alors je suis peut-être un peu naïf, mais se rappeler que je pense qu'il y a une partie en termes de diffusion et de changement, en tout cas dans la société, des choses qui sont déjà en cours. Et des discours réactionnaires qui tentent de mettre le frein à main, mais ça ne marche pas. Et j'espère en tout cas que d'ici 2 ans, on pourra se retourner vers les années 2023-2024 avec la même horreur qu'on se retourne sur les années 2013 aujourd'hui. Absolument. Et d'ailleurs, parfois, c'est des copier-coller sur la panique actuelle. Il y avait des pétitions sur ce que deviendraient les enfants une fois qu'on acceptait le mariage pour tous, que c'était la fin. Les gens n'accepteraient plus le déterminisme de la vie, de la nature qu'il y a, etc. Enfin, c'est un discours qui est déjà proprement hallucinant. Et ce discours, il est exactement le même que celui qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs souvent les mêmes qui l'utilisent et qui est relayé par des gens qui vivent leur vie mais qui n'ont peut-être pas suivi ces éléments-là parce que nous on l'a vécu et on l'a bien ressenti, on voit bien ce qui se passe, mais peut-être eux ne s'en rendent pas compte, mais c'est très violent pour les personnes comme lors du mariage pour tous et pour le coup l'autre chose qui sera intéressante d'ici quelques années, c'est que tout le monde se dira ah mais non mais moi j'étais du camp qui allait bien moi. Et tout le monde aura parfaitement accepté le mouvement de la société. Nommé ministre de l'égalité. tout peut arriver. Je vous laisse en débattre. Voilà. Non, mais c'est vrai parce que pour le coup, aujourd'hui, c'est toujours les gens regardant sur 2013, c'est fascinant le nombre de gens qui étaient dans la rue en 2013 c'est pas exactement ce qu'on voulait dire, disent-ils. Voilà, non, mais en fait, on était contre, mais maintenant on a compris, voilà, etc. Mais on a compris en fait, donc on est pour le bien contre le mal, etc. Et je pense qu'il y aura effectivement exactement le même mouvement d'ici quelques années s'agissant de la panique morale actuelle. En attendant, cette panique morale, elle fait des dégâts. Elle a fait énormément de dégâts en Grande-Bretagne. Elle fait énormément de dégâts aux États-Unis. Elle fait des dégâts catastrophiques en Hongrie. Elle fait des dégâts assez significatifs dans beaucoup de pays. Et si on peut éviter de passer par la phase dégâts et passer tout de suite à la phase d'après, ce serait mieux. Est-ce qu'il y a, tu parlais d'assaut de nouvelles valeurs, tu parles de panique morale, est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce qu'il y a une trame? Est-ce qu'il y a une trame de la panique morale? Ça s'est déjà vu dans l'histoire? C'est un truc qui revient à chaque fois? Alors, pas à chaque fois, non, en fait, pas à chaque fois, bien heureusement, mais en tout cas qui semble, qui s'inscrit dans une trame, dans un contexte et qui est un peu récurrent, malheureusement. Il y a tout un domaine, c'est tout un secteur de la sociologie et de la science politique et de l'histoire aussi, qui étudie ces paniques morales et sur les folk devils, c'est une expression qui date des années 70, c'est quelque chose qui revient périodiquement, en fait, à des moments où des personnes ressentent un trouble dans la société face aux évolutions sociales qui seraient rapides, toujours plus rapides que précédemment, mais comme dirait Kant, cet aujourd'hui est aussi vieux que l'histoire, c'est-à-dire que ça a toujours été rapide, les évolutions. Enfin, il y a toujours eu des évolutions rapides et on a tendance à surestimer la rapidité des évolutions aujourd'hui aussi, où il y a des choses qui se cristallisent. Et je pense que là, sur la panique morale qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour de les réseaux sociaux, autour de, soi-disant, de la contagion des enfants qui subissent une contagion par Internet. Ils ont bon dos, les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Et la contagion aussi, parce qu'il y a quelques années, il y a 30 ans, on disait la même chose sur la contagion d'homosexualité, parce qu'on voit des personnes LGBT à la télé qui se cachent pas. Et là, aujourd'hui, c'est autour des réseaux sociaux, mais on a la même forme, la même grammaire de la panique morale. On a aussi cet argument aussi de Big Pharma qui revient et qui, à mon avis,
pays a été beaucoup agité par les questions de Covid. Ça n'a pas aidé du tout, parce qu'on a quand même un vrai complotisme là en ce moment. On a vraiment du level élevé quand même. Et donc on a quelque chose qui est quand même assez remonté, assez perché, et qui réutilise tous les codes des précédentes paniques morales sur les LGBTI+, et qui reprend, c'est vraiment encore une fois du copier-coller. Il y a d'autres paniques morales qui existent. Il faut savoir les reconnaître, les emballements. En fait, en général, ça va avec un emballement médiatique. Et tout à l'heure, il y a eu j'ai bien entendu la petite remarque sur le traitement médiatique. C'est vrai que le traitement médiatique peut jouer là-dedans, parce que quand on fait des gros titres sensationnalistes à base de il y a une étude de machin chouette, enfin étude avec plein de guillemets, il y a une étude de machin chouette qui dit qu'il y a une contagion et en fait tous les jeunes aujourd'hui ils se déclarent LGBTI+, et qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc. Non, on n'a jamais relayé ça sur Non, bien sûr, non. Et vous, non, ça c'est très bien. Mais par contre, si vous regardez l'AJL, l'Association des journalistes LGBT, vous avez LGBTI+, vous avez toute une étude qui a été faite sur le traitement des questions des articles concernant les personnes trans. Et là, on a vraiment quelque chose de catastrophique. On a vu exactement la même chose au Royaume-Uni, exactement la même chose aux États-Unis. Je peux pas en parler moi-même, parce qu'on est sur ma chaîne. Bien sûr, non, mais pour le coup, France Info n'est pas parmi les mauvais élèves du tout. Mais pour le coup, on a vu sur certains médias, en fait, pour le coup, une augmentation de la couverture, du fake, du sujet lui-même. Mais par contre, on ne voit quasiment plus de personnes trans interrogées quand on parle des personnes trans, typiquement. Ça, c'est un exemple c'est peut-être qu'il y a un tout petit problème dans la couverture, et beaucoup de relais de ces pseudo-études qui font une espèce d'énorme astroturfing à base elles se citent les unes les autres, et donc elles sont dans un univers parallèle où ce qu'elles donnent, c'est de la science, c'est de la scientificité, etc. Et c'est présenté comme tel, et effectivement, si on ne connaît pas les sujets, on peut se laisser avoir, et malheureusement, je pense qu'il y a aussi des gens de bonne volonté qui se sont laissés avoir complètement par un discours à prétention scientifique, et que c'est très important aujourd'hui, et malheureusement, je sais que c'est une lourde responsabilité, mais pour les journalistes, pour tous les médias qui traitent ces questions-là. C'est notre métier par ailleurs quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir reçu au cours de sa formation initiale une formation sur qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai, le parcours des jeunes LGBTI+, et particulièrement tout ce qui sont les accompagnements, les éventuel accompagnement en santé des jeunes, des mineurs et des jeunes adultes trans, par exemple. Pour le coup, c'est vrai que l'image qui est donnée par ces pseudo-recherches de ce champ-là est complètement hallucinante et délirante. Je pense qu'il faut parler d'une spécificité française, par ailleurs, qui est que récemment, on a parlé de ce projet de loi déposé au Sénat à la suite d'un... On ne va pas appeler ça d'un rapport, mais d'un document produit par les Républicains. Il faut que tu contextualises un petit peu pour ceux qui nous rejoignent. Donc, on a un projet de loi au Sénat qui propose d'interdire la transition médicale des mineurs. Ce projet fait suite à un document qui a été produit par un groupe de travail des Républicains, qui a produit ce document, ça s'appelle Sur la transidentification des mineurs, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est déjà le néologisme magnifique. Qui revient sur cette idée de contagion sociale, qui est une notion qui, en santé publique, a été totalement décriée. D'ailleurs, l'autrice de cette notion s'en est totalement éloignée en disant non, l'étude sur laquelle j'ai basé cette idée, en fait, la méthodo, ça n'allait pas. Ce document a été, et ça a été reconnu par la sénatrice portant le projet, a été très largement inspiré, et en tout cas travaillé par deux psychanalystes, Madame Elia Echef et Madame Masson, si je ne me trompe pas, qui sont des personnes qui sont identifiées comme plutôt à gauche. Ce n'est pas des personnes qui sont issues de l'extrême droite, qui sont dans un courant au niveau moral plutôt tradit de cette gauche-là, qui s'est opposée par exemple à l'adoption par les couples de même sexe, mais qui par ailleurs ont une audience
qui n'est pas celle de l'extrême droite, qui ont des réseaux qui ne sont pas ceux de l'extrême droite. Et donc là, on est dans une spécificité qui est un courant de psychanalyse qui a quand même une audience très importante, qui peut être invité sur des radios nationales dans cette maison ronde, et qui l'est de façon, en tout cas qui l'était jusqu'à récemment de façon assez régulière. Là, de fait, les masques tombent et elles sont identifiées et, de par leurs alliances politiques, deviennent plus difficiles à inviter. Mais il y a quelque chose qui s'est joué là-dessus et je pense de fait, des mouvements un peu d'hésitation des médias qui ne sont pas des médias idéologiquement portés justement et identifiés à droite, mais qui ont quand même relayé des choses totalement qui relèvent du confusionnisme en fait, et qui relèvent de la fausse information. Et je pense que ça a été un échec du côté médiatique là-dessus, notamment après le Covid. Et d'un défaut, en fait, je pense, peut-être de rigueur et d'information sur ce sujet, à savoir inviter, je souhaite pas jeter la pierre, mais il y a quelque chose de mouvement qui agite des faux experts, qui peuvent être assez difficiles à débusquer et qu'il faut aller interroger. Et par ailleurs, une tradition qui fait des associations de personnes concernées, un petit peu des associations trop radicales et un peu trop agitatrices pour être interrogées. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué là-dessus et qui a pêché et qui a donné les 2 dernières années un peu de montée de ce débat, de diffusion de ce débat, comme s'il y avait des choses à débattre. Et je pense que oui, politiquement, certes, allons-y, débattons. Alors, pour le voir de l'intérieur, j'accepte tout ça évidemment, parce qu'il faut qu'on prenne notre part de responsabilité aussi. Ça tient souvent à du mimétisme un peu facile, ça tient à un manque de formation, et ça tend à la rapidité du temps de l'info. Exactement. Et un manque de moyens. Mais c'est complètement plus que de compréhensible. Mais ce sont 3 choses qui sont regrettables et dont nous sommes responsables. Enfin, pour le coup, ça nous exonère de rien du tout. Mais malheureusement, ça se passe parfois un peu comme ça. Et puis, c'est des... Et pas qu'à la maison. C'est des débats... Oui, pardon, je voulais pas... non, mais on est responsable aussi. C'est des débats qui, par ailleurs, sont assez faciles et peu coûteux à mener. À savoir, on parle de notions un petit peu en l'air comme ça, et pendant ce temps-là, on ne parle pas d'organisation des soins, on ne parle pas de notions qui, quand on parle de santé trans, sont un petit peu... où il faut un peu de temps pour expliquer, à savoir, parmi les revendications des associations, il y a la dépathologisation, la dépsychiatrisation, c'est quand même des grands mots, des gros mots. Il y a la question de l'autodétermination qui est centrale, mais pendant ce temps, on n'en parle pas. Nous, ce qu'on revendique, c'est, par exemple, l'évaluation de la loi sur le changement d'état civil qui a été votée et qui a été mise en place en 2016. Donc, tu peux peut-être parler brièvement ? Donc en 2016, le changement d'état civil a été démédicalisé. C'est-à-dire que jusqu'en 2016, quand on était une personne trans et qu'on voulait changer le marqueur de genre qu'on avait sur ses papiers, le F ou le M, dans un sens ou dans l'autre, il fallait aller devant un tribunal et prouver qu'on avait subi des opérations chirurgicales dites irréversibles, ce qui revenait à devoir justifier d'une stérilisation. Suite à une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, pas parce que le législateur avait vraiment envie de le faire, il y a eu une évolution et en 2016, la loi a dit on arrête de faire ça et alors vous n'allez pas vous autodéterminer, quand même pas. Par contre, on va arrêter de vous demander des documents médicaux. Par ailleurs, on va vous autoriser à changer de prénom en mairie. Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Au départ, il y avait encore des demandes de documents médicaux et là, petit à petit, ça commence à totalement disparaître dans les mairies. Ce qui se passe dans les tribunaux actuellement, à Paris et ailleurs, c'est des demandes des juges de photos avant-après des personnes, de photos en pied, qui reviennent en fait à des demandes de transition médicale, puisqu'on a des juges, alors que la loi ne précise nulle part ce qu'est un homme, ce qu'est une femme de façon visuelle, qui vont juger si vous ressemblez suffisamment à un homme ou une femme, et donc ils vont ou vous féliciter, c'est ce qui arrive pendant les audiences, à savoir bravo madame, vous ressemblez vraiment à une femme, vous avez mis une jupe aujourd'hui, et je caricature pas, ou alors qu'ils vont refuser votre demande. Donc ça, c'est quelque chose, nous on demande une évaluation de cette loi, puisque je parle des cas de refus, mais en réalité, il me semble que la très grande majorité, et donc on est sur du 98-99% des demandes de changement d'état civil, sont acceptées.
Pourquoi actuellement emboliser les tribunaux administratifs? Pourquoi demander aux personnes de produire des documents si la plupart des demandes sont acceptées? Nous, on demande un changement d'état civil libre, gratuit et déclaratif. Oui. Les fantasmes sur l'usurpation d'identité en fait, sont clairement des fantasmes. Ça ne peut pas exister dans la réalité. Donc, tous ces éléments-là, en fait, on le voit, c'est un petit peu moins marrant d'en débattre. C'est un petit peu moins facile d'en débattre. Et puis, pendant ce temps-là, on ne dit pas « Ah, le devenir des enfants, qu'est-ce qui se passe? Le grand méchant woke. » Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses à remettre. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on voulait venir aujourd'hui. Par exemple... je vous en remercie. Pendant que le gouvernement s'engage très mollement en disant « Vous inquiétez pas, on ne votera pas ce projet de loi pour interdire les transitions des mineurs », pendant ce temps, le gouvernement n'a pas réagi et ne s'engage pas sur le parcours de soins des personnes trans. Ouais. Moi, j'ai participé à la rédaction d'un rapport il y a 2 ans, commandé par le ministère de la Santé sur le parcours de transition des personnes, sur leur parcours de santé. À l'issue de ce rapport, on a proposé un plan d'action en 30 points. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien. Aucun rendez-vous, aucune action n'a été mise en place. Par ailleurs, la France s'est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre le VIH et pour une France sans sida d'ici 2030, mais fait voter et passe en force sur la loi Asile et Immigration qui prévoit la limitation de l'accès au séjour pour les personnes qui vivent avec le VIH, donc l'accès au séjour pour soins, et qui augmente le nombre d'OQTF délivrés. La France ne se positionne toujours pas sur, en tout cas refuse de modifier la loi de 2016 sur le travail du sexe. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est qu'on a parlé juste avant et en introduction de l'émission de discrimination, de violence. Ces discriminations, elles ont pour conséquence directe l'exposition des personnes à la précarité. Et la précarité, elle a pour conséquence directe la difficulté d'accès aux soins et l'exposition au VIH. Tout ça, c'est des notions en fait, à envisager de façon globale et des actions concrètes. Des actions qui, au niveau législatif, sont très peu porteuses, mais qui ont un impact réel sur la santé des personnes et sur leur parcours de vie. Quand on parle de panique morale, on ne parle pas en fait, de la santé des personnes, on ne parle pas de leur bien-être. Ce qu'il faut dire, c'est que la France n'a jamais effectué, même s'il y a eu plusieurs évolutions réglementaires successives sur le parcours, en tout cas le parcours administratif, le parcours de santé des personnes trans, n'a jamais effectué le réel changement de paradigme qui est nécessaire, à savoir passer d'une preuve de la souffrance des personnes, à savoir quand je veux changer d'état civil, il faut que je prouve auprès d'un tribunal que c'est vraiment, ça me met en difficulté de ne pas avoir un état civil conforme à ma vie réelle. Quand je veux accéder à un traitement, à un parcours de soins dans le cadre de ma transition, il faut que je prouve à quel point je suis en souffrance de ne pas y avoir accès. Donc on est quand même dans le même paradigme et on n'est toujours pas dans une notion qui est pourtant soutenue par la France au niveau international, à savoir la définition de la santé au sens de l'OMS, un bien-être global des personnes, que ce soit sur le plan somatique, mais aussi social et environnemental. Oui, et sur le plan légal, en fait, le pendant de ce que tu dis sur la santé et l'approche de la santé, c'est aussi, puisqu'on parlait d'état civil et ce genre de choses, c'est aussi l'autodétermination. C'est parce qu'il n'existe pas, et ça c'est assez fascinant, parce que tu as cité la décision de 2017 de la Cour européenne des droits de l'homme. Effectivement, la France a été condamnée, mais il y a eu pas mal de condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme depuis les années 90 sur ces questions-là, où on aboutit de plus en plus à l'idée, excusez-moi, mais en fait, il n'y a aucune manière de déterminer comment on définit la mention de sexe ou le genre d'une personne sans passer par l'autodétermination. En fait, c'est la seule chose qui respecte les droits humains, c'est l'autodétermination au final. Et c'est c'est le modèle qui est recommandé plus parce que ça marche. Il y a plusieurs pays qui l'ont déjà mis en place au niveau européen, au niveau du Conseil de l'Europe. À Malte, je crois que c'est depuis 2014. Et pour le coup, on a pas mal de recul. Pour le coup, les questions d'usurpation d'identité ou de gens qui changeraient leur identité de genre tous les 3 jours à l'état civil, tout ça, c'est pas quelque chose
choses qu'on a vu apparaître de fait. Donc on peut aussi, il y a aussi ces peurs-là, elles sont aussi à calmer. Et pour le coup, il y a cet enjeu de droit, c'est assez fondamental et on peut aller vers ça. Et tu as raison de dire que pendant qu'on débat, en fait, on est toujours en défense. On s'organise en défense et on est en défense. Et pour le coup, on vient de sortir à la Fondation Jean Jaurès, donc l'Observatoire LGBTI+, une note sur cette panique morale anti-trans, qui est largement en défensive, et c'est très agaçant parce qu'on se retrouve à dire « Alors excusez-moi, vous avez des gens qui vous donnent une vision over-pathologisante et qui disent qu'ils sont des spécialistes, qui sont des experts », parce qu'on a aussi cette difficulté de la parole de l'expert. On parlait de la médecine, mais c'est là. Alors on va revenir à Foucault, mais on va pas revenir à Foucault, mais on a des gens qui ont un discours hallucinant et qui pour le coup n'a aucun rapport avec les décisions de l'OMS et avec les positions de l'OMS là-dessus. Et donc en tout cas on se retrouve à parler du fond de leurs arguments de l'espace interstellaire, alors qu'on sait très bien que ce sont des arguments de l'espace et on doit le démontrer à des gens qui sont de bonne volonté et qui pourraient se laisser prendre. Donc on doit passer un temps fou à faire ça, alors qu'en fait il faudrait passer un temps fou à plutôt améliorer ce qui existe. Là, je crois qu'il y a eu une proposition de loi aussi positive, en sens positif, pour faciliter, pour aller vers l'autodétermination. C'est Mélanie Vogel qui l'a déposé, pour aller vers l'autodétermination au niveau de la mention du sexe à l'état civil. Il y a aussi une pétition de toutes des femmes qui est en cours, qui est très importante. Donc il y a des actions et on ne parle pas de ça. On est obligé de parler de cette chose horrible qui va nous arriver de l'autre PPL atroce qui, elle, a beaucoup de couverture médiatique et pour laquelle on se retrouve à devoir réinventer. Il y avait quelqu'un qui utilisait une excellente expression qui est on doit en fait... Notre but, c'est d'arriver à limiter le nombre de fois où on doit réinventer la roue. Et effectivement, le nombre de fois où on doit réinventer la roue est complètement délirant, alors qu'on devrait partir d'une base quand même relativement claire pour aller de l'avant. Et ça, on ne le peut pas parce qu'on a ces campagnes ultra offensives en face et que, pour le coup, il n'y a pas... encore une fois, moi j'en reviens toujours à la classe politique, il n'y a pas suffisamment d'offensives, on n'a pas assez d'attaquants en fait sur cette question. Il est 14h02, passé de 30 secondes maintenant. Le mot de la fin, Simon Jutan. C'est une patate chaude que je refile comme Très bien, super. Eh bien, allez sur le site de Toutes des femmes, l'association, pour signer la pétition concernant le droit à l'autodétermination. Pardon, j'en profite. C'est le bon endroit pour le faire. Puisque nous, on se retrouve en tant qu'association à faire le travail que le gouvernement refuse de faire. Soutenez les associations communautaires trans, donc soutenez le Fonds d'action sociale trans, le FAST. Donnez-nous de l'argent si vous pouvez, ça nous permet de loger des personnes, de leur donner à manger et de les accompagner quand elles sont victimes de violences. Merci Simon. Flora, le mot de la fin. Alors moi, un mot de la fin un peu similaire, pareil sur la pétition, il faut aller signer, merci. Et puis peut-être là, plus en lien avec l'action politique, oui, les associations sont vraiment les acteurs importants qui font le job aujourd'hui en France, de manière générale. Mais pour le coup, là, on va avoir des élections européennes. Je pense que c'est important aussi de faire entendre qu'il y a une demande politique de ne pas traiter les questions LGBTI aussi mal que c'est le cas actuellement et d'exiger de la part des candidats au suffrage des engagements réels et un traitement correct de ces questions, parce qu'il faut aussi que la responsabilité politique fonctionne. 14h03, passé de 52 secondes. Merci Flora Bottler, merci Simon Jutan, merci aussi à tous nos autres invités qui ont déjà quitté le plateau, c'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi.